Pose ta tête sur ce qui la soutient. Laisse tout ton corps céder à la gravité. Les jambes, les bras, la nuque, le crâne, chaque partie de toi pèse vers le bas, attirée vers le centre de la planète. Rien à porter ce soir, rien à tenir. Tu peux fermer les yeux. Tu peux simplement écouter et imaginer. L'air entre par ton nez, longuement. L'air ressort. Une fois encore. Ce soir, tu vas voyager dans une goutte d'eau. Imagine-toi debout devant une fenêtre, la nuit. Dehors, une pluie fine tombe sur le jardin. Une pluie tranquille, pas de tempête, pas d'orage. Juste cette eau régulière qui descend sans hâte, qui glisse sur les vitres en mille traînées luisantes, qui frappe les feuilles des arbres avec un bruit doux et continu, qui s'installe sur le toit, sur les pavés, sur les terres, en une nappe constante. Tu approches ta main de la vitre. Sur l'extérieur du verre, une goutte. Une goutte parmi des milliers d'autres. Ronde, transparente, tremblante, traversée par la lumière diffuse d'un lampadaire au bout de la rue. Elle s'attarde un instant, retenue par les forces de tension superficielles qui font cohabiter ces milliards de molécules en un volume cohérent, puis elle commence à glisser, en douceur, le long du verre incliné. Tu fixes cette goutte. Et tu entres dedans. Imagine que tu deviens infiniment petit. Tu rétrécis jusqu'à la taille des molécules elles-mêmes. Tu passes à travers la vitre, à travers la surface de la goutte, et tu te retrouves en son sein. Tu deviens une seule molécule. Une seule molécule d'eau parmi les autres dans cette petite sphère liquide. Tu es une molécule H2O. 2 atomes d'hydrogène. Un atome d'oxygène. Reliés ensemble par des liaisons covalentes. Un angle de 104,5 degrés entre les deux liaisons hydrogène-oxygène. Un dipôle électrique, parce que l'oxygène attire plus fortement les électrons que l'hydrogène, ce qui rend la molécule légèrement asymétrique en charge. Ta taille est devenue infime. Tu mesures à peine quelques dixièmes de nanomètre, l'échelle des molécules elles-mêmes. Et autour de toi, dans la goutte, des milliards d'autres molécules comme toi. 20 sextillions environ dans une goutte typique. Tout en mouvement permanent, vibrant, tournant, se cognant, échangeant temporairement des liaisons hydrogènes avec leurs voisines, se relâchant, se réassociant. L'eau liquide est un nuage frémissant de molécules qui se touchent, se quittent, se rejoignent, sans cesse. Et toi, ce soir, tu es l'une d'elles. Tu sens le mouvement constant, la goutte est tiède, ou plutôt elle est à la température de l'air extérieur, donc fraîche, ce qui veut dire que tes voisines bougent moins vite que si la goutte était chaude. Mais elles bougent quand même. Beaucoup. Chacune fait des milliards de collisions par seconde avec ses voisines. C'est ce qui s'appelle l'agitation thermique. C'est la température elle-même, le mouvement microscopique de la matière. Tu fais partie de cette danse. Maintenant, remonte le temps. Avant d'être dans cette goutte sur cette vitre, où étais-tu? Quelques heures plus tôt, tu étais dans un nuage. Tu remontes dans le ciel. Plus haut. Au-dessus de la rue, au-dessus des arbres, au-dessus des toits. Tu te retrouves à environ 2 kilomètres d'altitude, dans une masse grise qui dérive en douceur à la dérive du vent. Tu es dans un nuage de pluie. Un nimbostratus. Une couche épaisse, étendue, qui couvre toute la région. À l'intérieur du nuage, tu es entouré d'autres gouttelettes, minuscules, de quelques micromètres seulement. Des millions par mètre cube. Elles flottent dans l'air humide, soutenues par les courants ascendants très lents qui parcourent le nuage. Elles se heurtent, fusionnent, grossissent en douceur. Quand une gouttelette devient suffisamment grosse, plus grosse qu'environ 100 micromètres de diamètre, elle ne peut plus être soutenue par les courants. Elle commence à tomber. En tombant, elle accroche d'autres gouttelettes plus petites sur son chemin, fusionne avec elles, grossit encore. C'est ainsi qu'une goutte de pluie se forme. Tu fais partie de cette goutte qui descend. Avant d'être dans la goutte de pluie qui tombe, tu étais une gouttelette de nuages flottante. Tu as flotté pendant quelques heures, peut-être quelques jours, dans ce nuage. Tu as été soulevé par des courants ascendants, ballotté d'avant en arrière, fusionné avec d'autres gouttelettes, jusqu'à ce que tu sois assez lourde pour tomber. Mais avant d'être dans ce nuage, où étais-tu? Tu étais vapeur.
Tu remontes encore. Sous forme de molécules individuelles, tu flottais dans l'atmosphère. Tu étais l'une de ces molécules d'eau gazeuse, invisibles, ténues, qui composent la vapeur d'eau atmosphérique. L'air autour de toi à ce moment contenait peu d'autres molécules d'eau, entre 10 et 40 grammes par mètre cube selon la saison et la température. Tu te déplaçais aléatoirement, poussé par les vents, montant et descendant avec les masses d'air, faisant peut-être le tour de la Terre en quelques semaines. Tu as voyagé dans l'air pendant un certain temps, quelques jours, ou peut-être plusieurs semaines. Tu as été emporté par des vents sur des centaines, des milliers de kilomètres. Et puis tu entrais dans une masse d'air qui se refroidissait. Quand l'air se refroidit, il peut contenir moins d'humidité. Le surplus se condense. Tu as rencontré une particule d'aérosol, un grain de poussière, un cristal de sel marin, un fragment microscopique de pollen, et tu t'es accroché à cette particule. D'autres molécules d'eau ont fait de même. Une gouttelette s'est formée autour du noyau de condensation. C'est ainsi que les nuages naissent. Tu es devenu une gouttelette parmi des millions, dans ce qui allait être un nuage de pluie. Mais avant d'être de la vapeur dans l'atmosphère, où étais-tu? Tu étais liquide. Tu remontes. Quelques jours plus tôt, tu étais à la surface d'un lac, ou d'un fleuve, ou peut-être de la mer. Tu étais l'une des molécules d'eau les plus proches de la surface, celles qui peuvent s'échapper par évaporation quand la température et l'agitation thermique sont suffisantes. L'évaporation se produit en permanence à la surface des eaux libres. Une molécule à la surface qui reçoit un peu plus d'énergie cinétique que ses voisines, par hasard, par collision, par chauffage du soleil, peut acquérir assez d'énergie pour rompre les liaisons hydrogènes qui la retenaient au liquide. Elle s'échappe dans l'air, devient une molécule de vapeur. C'est ce qui t'est arrivé. Tu étais à la surface. Le soleil t'a chauffé. Tu as gagné assez d'énergie pour bondir hors de l'eau. Tu as quitté le liquide et tu es entré dans l'atmosphère. L'évaporation, intégrée sur toute la surface des océans et des terres humides du monde, recycle environ 500 000 km3 d'eau par an. C'est une masse colossale qui circule en permanence entre la mer, l'atmosphère et les terres. C'est le cycle de l'eau. Et ce cycle a commencé bien avant que tu sois dans cette goutte ce soir. Tu es maintenant à la surface d'un océan tropical, il y a quelques semaines. Le soleil tape sur l'eau bleue. Les molécules de surface dansent et s'agitent. Tu en es une. Et avant ça, tu remontes plus loin. Tu étais en profondeur dans cet océan, peut-être à plusieurs centaines de mètres sous la surface. Tu as voyagé dans les courants océaniques pendant des années, peut-être des siècles. La grande circulation thermohaline transporte l'eau profonde des pôles vers les tropiques et l'eau de surface des tropiques vers les pôles, dans un cycle qui prend environ 1000 ans pour un tour complet. Avant d'être à la surface de cet océan, tu étais peut-être au fond de l'Atlantique Nord, dans l'eau froide et salée qui descend depuis le Groenland. Ou tu étais dans le Pacifique Sud, remontant en douceur des abysses vers la surface. Ton voyage dans l'océan, dans cette boucle, a duré peut-être plusieurs centaines d'années. Tu remontes encore. Avant cet océan, tu étais peut-être dans un autre. Les eaux se mélangent. Les molécules circulent entre toutes les mers de la planète. Si tu fais le calcul, dans les océans actuels, à peu près toutes les masses d'eau ont des molécules venues de partout. L'eau est mélangée. Tu remontes plus loin encore. 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans. Tu étais peut-être piégé dans un glacier. Au cours du dernier âge glaciaire, il y a environ 20 000 ans, environ 23 millions de kilomètres cubes d'eau étaient bloqués dans les calottes polaires et les glaciers continentaux, bien plus qu'aujourd'hui. Les océans étaient en conséquence plus bas. Leur niveau était environ 120 mètres en dessous du niveau actuel. Une molécule d'eau qui se trouvait dans un glacier de l'âge glaciaire est restée immobile pendant des milliers d'années. Elle attendait, parmi des cristaux de glace, qu'un jour la fonte la libère. Quand le climat s'est réchauffé, le glacier a fondu, et la molécule a retrouvé sa liberté liquide. Tu étais peut-être l'une de ces molécules. Tu as passé peut-être 50 000 ans dans la glace. Au fond de la calotte du Groenland, des carottes de glace ont permis de remonter le temps jusqu'à plus de 100 000 ans. Au fond de la calotte antarctique, jusqu'à plus de 800 000 ans, la glace la plus ancienne qu'on ait pu extraire. Dans cette glace, les molécules d'eau sont les mêmes qu'à l'époque.
Elles ont vu, si on peut le dire, toute la fin du Pléistocène. Plusieurs glaciations, plusieurs périodes interglaciaires, le développement des hommes modernes en Afrique, la dispersion de notre espèce dans le monde, les premiers villages, les premières civilisations. Une molécule d'eau dans une carotte de glace a traversé toute l'histoire humaine sans bouger. Et toi, ce soir, tu as peut-être été l'une d'elles. Tu remontes encore. Avant le dernier âge glaciaire, tu as peut-être été dans une rivière, dans un poisson, dans une racine d'arbre, dans le sang d'un mammouth qui paissait dans la steppe glaciaire de l'Europe d'il y a 50 000 ans. L'eau qui circulait dans le corps de ce mammouth, qui hydratait ses cellules, transportait ses nutriments, équilibrait sa température, était la même eau qui existe encore aujourd'hui. Quand le mammouth est mort, son eau s'est rendue à la terre, à l'air, aux rivières. Elle a continué son cycle. Tu remontes encore. Et tu as peut-être passé du temps dans une plante du Trias, il y a 200 millions d'années. Une fougère arborescente, peut-être, qui poussait dans une forêt humide pendant que les premiers dinosaures se développaient. Tu étais une molécule d'eau qui circulait dans le xylème de cette plante, montant en douceur des racines vers les feuilles, par évapotranspiration. Quand la fougère est morte, son corps s'est décomposé. Une partie a peut-être été enfouie sous des sédiments, comprimée pendant des millions d'années, transformée en charbon. Une partie est retournée à l'air et à l'eau. Tu as peut-être été dans cette partie qui est retournée au cycle. Tu remontes encore. Tu as peut-être été dans un océan du Précambrien, il y a plus de 500 millions d'années, un océan où la vie n'avait pas encore inventé les coquilles dures, où les seuls animaux étaient des organismes mous et étranges qu'on appelle la faune d'Ediacara. Tu flottais dans cet océan ancien, témoin chimique de l'évolution naissante. Tu remontes encore. Tu as peut-être fait partie des premières mers à la surface de la Terre, il y a 4 milliards d'années. Quand la croûte terrestre commençait à se solidifier après une phase de fusion totale. Quand l'eau, sous forme de vapeur dans l'atmosphère primitive, a commencé à se condenser en pluies torrentielles qui ont duré peut-être des millions d'années, formant les premiers océans. Tu étais peut-être dans ces océans primitifs. Et avant d'être sur Terre, là, on touche à une question encore ouverte de la cosmochimie. Une partie de l'eau de la Terre est très ancienne. Elle a été incorporée à la planète pendant sa formation, à partir du nuage de gaz et de poussière qui a donné naissance au système solaire. Cette eau-là a été piégée dans les roches du jeune système solaire et a été libérée en douceur par dégazage volcanique. Une autre partie a peut-être été apportée par des comètes, ces boules de glace et de poussière qui circulent dans le système solaire externe, qui sont entrées en collision avec la Terre primitive pendant le grand bombardement tardif, il y a environ 4 milliards d'années. Les comètes contiennent une grande quantité d'eau sous forme de glace. Quand elles s'écrasent sur une planète, leur eau peut être libérée. Le débat n'est pas tranché. Les analyses isotopiques montrent que l'eau des océans terrestres ressemble plus à celle des astéroïdes carbonés qu'à celle de la plupart des comètes étudiées. Mais une par comète n'est pas exclue. Quoi qu'il en soit, ta molécule a peut-être commencé son existence dans le froid extrême d'une comète, à l'orbite de Neptune, avant la formation de la Terre. Elle a peut-être voyagé dans le vide spatial pendant des centaines de millions d'années, à proximité du zéro absolu, avant de s'écraser sur la jeune Terre dans un nuage de débris incandescents. Tu portes en toi un fragment d'histoire spatiale. Tu es de l'eau extraterrestre. Et avant la formation du système solaire? Là, on touche aux origines de l'eau dans l'univers lui-même. L'eau peut se former partout où il y a de l'hydrogène, abondant dans tout l'univers, et de l'oxygène, synthétisé dans les étoiles. L'oxygène est produit par fusion nucléaire dans le cœur des étoiles massives, à partir de carbone et d'hélium. Quand ces étoiles meurent en supernova, elles dispersent leur oxygène dans le milieu interstellaire. Dans ces nuages interstellaires, l'oxygène rencontre l'hydrogène environnant, toujours abondant. La chimie qui s'ensuit, à des températures parfois extrêmement basses, 20 à 100 degrés au-dessus du zéro absolu, aboutit à la formation de molécules d'eau. Les nuages moléculaires de l'univers sont remplis d'eau. Pas sous forme liquide, il ne fait pas assez chaud, mais sous forme de glace adsorbée sur des grains de poussière interstellaire. Quand ces nuages s'effondrent gravitationnellement pour former des étoiles et des planètes, l'eau passe dans le système planétaire en formation.
Sur les planètes intérieures chaudes, elles se vaporisent. Sur les planètes extérieures froides, elles restent sous forme de glace. Une partie de tes atomes d'oxygène a été forgée dans une étoile qui est morte avant la naissance du Soleil. Une partie de tes atomes d'hydrogène, peut-être tous tes atomes d'hydrogène, est encore plus ancienne. L'hydrogène a été synthétisé dans les premières minutes après le Big Bang, lors de la nucléosynthèse primordiale, il y a 13,8 milliards d'années. Tes atomes d'hydrogène sont presque aussi vieux que l'univers. Ils sont nés 3 minutes après le Big Bang, dans le bain de plasma primordial qui se refroidissait en s'étirant. Et ils existent depuis. Sans se briser. Sans s'altérer. Ils ont voyagé d'étoile en étoile, de nuage en nuage, de planète en planète, sans changer. Tu portes en toi des atomes plus vieux que toutes les étoiles. Laisse-toi flotter un moment dans cette pensée. Tu es dans une goutte sur une vitre, ce soir. Tu fais partie d'elle. Tu es composé d'atomes d'hydrogène venus du Big Bang. Tu es composé d'atomes d'oxygène venus d'une étoile morte. Tu as voyagé peut-être dans des comètes, dans des océans primitifs, dans des plantes du Trias, dans le sang d'un mammouth, dans une carotte de glace en Antarctique, dans des nuages de tempêtes tropicales, dans des courants thermohalins, dans une feuille de chêne, dans la rosée d'un matin il y a 1000 ans. Et te voilà sur cette vitre, ce soir, en train de glisser en douceur vers le bord. Tu n'es pas une simple goutte. Tu es un manuscrit chimique. Chaque molécule d'eau dans cette goutte porte avec elle une histoire qu'elle ne peut pas raconter, mais qui existe. Une histoire qui passe par les étoiles, les comètes, les océans anciens, les corps des vivants, les glaciers, les nuages. L'eau est un témoin discret de l'histoire de l'univers. Et avant de descendre dans son futur, prends encore un moment pour penser à l'eau qui n'est pas sur Terre. Le système solaire est plein d'eau, en quantité qu'on a découverte que progressivement au cours des dernières décennies. Sur Mars, il y a beaucoup d'eau, sous forme de glace dans les calottes polaires, sous forme de pergélisol dans le sous-sol, sous forme de glace souterraine à des latitudes moyennes. Mars a probablement eu de l'eau liquide à sa surface dans le passé, il y a quelques milliards d'années, quand son atmosphère était plus épaisse et plus chaude. Des vallées sculptées par d'anciens fleuves, des lits de lacs disparus, des deltas fossilisés témoignent de cette période plus humide. La vie a-t-elle pu y émerger? Elle aurait disposé du temps. La question reste ouverte. Les rovers actuels cherchent des biosignatures dans les roches sédimentaires de cette époque. Sur Europe, l'une des grandes lunes de Jupiter, il y a un océan profond. Sous une coquille de glace de quelques dizaines de kilomètres d'épaisseur, un océan d'eau salée de peut-être 100 kilomètres de profondeur enveloppe le noyau rocheux. Cet océan contient plus d'eau liquide que tous les océans terrestres réunis. Et il est maintenu liquide par la chaleur générée par les forces de marée. Europe est tordue par la gravité de Jupiter, et cette friction interne libère de l'énergie. Le fond de cet océan est peut-être en contact avec un manteau rocheux chaud, où des cheminées hydrothermales pourraient exister. Sur Encelade, une lune de Saturne, c'est pareil. Sous une coquille de glace, un océan d'eau liquide. Et cet océan se manifeste à la surface. Des geysers d'eau salée jaillissent en permanence depuis des fissures au pôle sud de la Lune, projetant de la matière dans l'espace. Quand la sonde Cassini a traversé ces panaches, elle a détecté de la silice, des hydrocarbures complexes et des indices de cheminées hydrothermales actives. Encelade est aujourd'hui considéré comme l'un des endroits les plus prometteurs pour chercher de la vie extraterrestre. D'autres lunes, Ganymède, Callisto, Titan, ont peut-être aussi des océans souterrains. Et au-delà du système solaire, des planètes océans pourraient être communes dans la galaxie. Des mondes entièrement couverts d'eau, sans continent, où la vie, si elle existe, vivrait dans une mer globale. L'eau est partout dans l'univers. Sur Terre, elle est exposée à la lumière. Ailleurs, elle se cache sous des couches de glace, des roches, des atmosphères. Mais elle est là. Et la molécule que tu habites ce soir, celle de cette goutte qui glisse sur la vitre, est de la même eau que celle des océans de la jeune Mars. Elle a la même structure que la glace d'Europe. Les mêmes liaisons hydrogènes. Les mêmes propriétés. Tu portes en toi de la même eau que celle qui circule dans tous les mondes habitables potentiels du système solaire. L'eau de la Terre n'est pas particulière. Elle est ordinaire.
Mais c'est précisément cette ordinariness qui en fait un milieu universel pour la vie, et c'est cette propriété universelle qui fait que la Terre n'est probablement pas seule. Tu fais partie d'une chimie qui se répète peut-être partout. Maintenant, descend son futur. La goutte sur la vitre glisse vers le bord du carreau. Elle s'accumule au bas du cadre. Elle déborde, descend sur le mur extérieur, finit par tomber au sol, dans la terre du jardin sous la fenêtre, ou peut-être directement sur les pavés. Si elle tombe sur les pavés, elle s'étale en une petite flaque, s'évapore ou s'écoule vers une grille d'évacuation, finit dans le réseau des eaux pluviales urbaines. De là, elle part vers une station d'épuration ou directement vers une rivière, selon la ville. Si elle tombe dans la terre du jardin, c'est un voyage différent qui commence. Tu pénètres dans le sol. Le sol n'est pas une masse uniforme, c'est une mosaïque complexe de particules minérales, argile, limon, sable, de matière organique en décomposition, l'humus, d'eau, d'air, et d'organismes vivants, bactéries, champignons, vers, insectes, racines. L'eau de pluie qui pénètre dans le sol remplit les espaces entre ces particules. Tu es désormais dans la zone non saturée, la zone du sol où les espaces entre les particules contiennent à la fois de l'eau et de l'air. L'eau y est retenue par des forces capillaires. Dans cette zone, tu peux être absorbé par les racines des plantes. Une racine d'arbre, peut-être. Une racine de carotte ou de pomme de terre dans un potager. Une racine d'herbe dans la pelouse. Quand une racine absorbe de l'eau, elle l'aspire vers le haut par un effet appelé la transpiration. À la surface des feuilles, l'eau s'évapore par les stomates, des petits pores microscopiques. Cette évaporation crée une dépression qui aspire l'eau du sol vers le haut dans les vaisseaux du xylème, à travers tout le tronc et les branches, jusqu'aux feuilles. Cette colonne d'eau qui monte dans un arbre peut atteindre 100 mètres dans certains séquoias géants. La cohésion entre les molécules d'eau, assurée par les liaisons hydrogènes, est si forte qu'une colonne d'eau peut être tirée à de telles hauteurs sans se rompre. Tu pourrais devenir une partie de cette colonne. Tu monterais dans le tronc d'un arbre. Tu arriverais dans une feuille. Et de là, par les stomates, tu retournerais à l'atmosphère sous forme de vapeur. Tu reprendrais le cycle. Mais tu pourrais aussi descendre. Si tu n'es pas absorbé par une racine, tu continues à descendre dans le sol, attiré par la gravité. Tu traverses les couches du sol, la couche superficielle riche en matière organique, les couches plus minérales en dessous, les couches encore plus profondes. Tu mets des jours, parfois des semaines, à descendre suivant cette infiltration. Et tu finis par arriver dans la nappe phréatique. La nappe phréatique est la zone saturée du sous-sol, où tous les espaces entre les particules de roche, où tous les pores de la roche elle-même, sont remplis d'eau. C'est un océan invisible qui s'étend sous la surface continentale, à des profondeurs variables, de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres selon la géologie. La nappe phréatique contient environ 30% de toute l'eau douce de la planète. C'est beaucoup plus que l'eau des rivières et des lacs combinés. Tu fais maintenant partie de cette nappe. Tu te déplaces très en douceur à travers la roche poreuse, à des vitesses qui peuvent être de quelques mètres par an, parfois de quelques centimètres par an dans des roches denses. Tu coules en direction du point bas de l'aquifère, vers une source, vers un puits, vers une rivière, vers la mer. Le temps moyen qu'une molécule d'eau passe dans une nappe phréatique varie énormément selon la nappe. Certaines nappes superficielles renouvellent leur eau en quelques années. D'autres nappes profondes, comme certains aquifères fossiles en Afrique du Nord ou en Australie, contiennent de l'eau qui a été déposée il y a 10 000, 20 000 ans, et qui n'a presque pas bougé depuis. Cette eau a été apportée par des pluies de la fin de l'âge glaciaire, quand le climat était plus humide qu'aujourd'hui. Boire l'eau d'un aquifère fossile, c'est boire de l'eau qui n'a pas vu la lumière depuis des millénaires. Tu remontes peut-être à la surface par une source. La source jaillit dans une vallée, alimente un ruisseau, qui rejoint une rivière, qui rejoint un fleuve, qui rejoint la mer. Ou bien tu remontes par un puits, un trou foré dans le sol par des humains pour pomper l'eau de la nappe. Tu te retrouves dans une canalisation, dans un réservoir, dans le robinet d'une cuisine, dans le verre de quelqu'un. Tu deviens une partie d'un corps humain. Tu rejoins le cycle de l'eau interne, circulant dans le sang, hydratant les cellules, équilibrant les électrolytes,
refroidissant le corps par évaporation. Tu fais partie de la vie pendant un certain temps. Et après quelques heures à quelques jours, tu en sors, par l'urine, par la sueur, par la respiration, et tu reviens dans le grand cycle global. Tu peux faire ce cycle plusieurs fois dans une vie humaine. Tu peux passer dans plusieurs humains. Tu peux passer dans des animaux, des plantes, des champignons, des bactéries. Tu peux passer dans chaque être vivant qui a jamais existé. Si tu pouvais marquer une molécule d'eau et la suivre dans le temps, tu verrais qu'elle a probablement traversé tous les groupes du vivant. Elle a peut-être été dans Jules César et dans toi. Elle a peut-être été dans une fougère du Carbonifère et dans le café que tu as bu hier. Le mélange est total. Tu portes en toi quelques molécules d'eau qui ont été dans tous les vivants notables de l'histoire. Ce n'est pas une métaphore. C'est une simple conséquence statistique. Une seule molécule de Jules César est dispersée aujourd'hui dans l'atmosphère et l'hydrosphère. Quand tu respires, quand tu bois, tu en captes statistiquement plusieurs. Tu portes l'histoire dans tes liquides. Et pense aux grands mouvements de l'eau qui se font en ce moment sur la planète, sans que personne y prête attention. À la surface des océans, les courants superficiels, entraînés par les vents et déviés par la rotation de la Terre, déplacent des quantités énormes d'eau d'un bout à l'autre de chaque bassin océanique. Le Gulf Stream, par exemple, transporte vers le nord de l'Atlantique un volume d'eau équivalent à environ 100 fois le débit de tous les fleuves du monde réunis. Cette eau chaude, transportée depuis les tropiques jusqu'aux côtes européennes, est l'une des raisons pour lesquelles l'Europe occidentale jouit d'un climat tempéré, alors qu'à la même latitude le Canada est beaucoup plus froid. Le courant de Humboldt longe la côte ouest de l'Amérique du Sud, apportant de l'eau froide riche en nutriments depuis l'Antarctique et permettant l'une des pêcheries les plus productives du monde. Le courant des aiguilles traverse l'océan Indien. Le courant circumpolaire antarctique fait le tour du continent austral en isolant l'Antarctique du reste des océans. Et en profondeur, la grande circulation thermohaline transporte l'eau froide et salée des pôles vers les profondeurs des bassins océaniques, dans un cycle qui prend environ 1000 ans pour un tour complet. Cette circulation est entraînée par les différences de densité, l'eau froide et salée est plus dense et coule. C'est cette circulation profonde qui distribue l'oxygène depuis la surface jusqu'aux abysses, qui transporte les nutriments des sédiments du fond vers les zones de remontée, qui équilibre la chimie de tous les océans du monde. Une molécule d'eau qui descend dans l'Atlantique Nord aujourd'hui ressortira peut-être en surface dans le Pacifique tropical dans 1000 ans. Son voyage en profondeur, dans le froid et le noir, prendra plus longtemps que toute l'histoire du christianisme. Et au-dessus des océans, l'atmosphère transporte aussi des quantités énormes d'eau. Les vents qui circulent dans la troposphère emportent en permanence de la vapeur des zones d'évaporation vers les zones de précipitation. La mousson asiatique, par exemple, est un transfert massif d'eau du sud de l'océan Indien vers le continent indien chaque été, des quantités si grandes qu'elles modifient temporairement le niveau de la mer dans l'océan Indien. L'eau circule à toutes les échelles. Sur des heures dans une cellule. Sur des jours dans l'atmosphère. Sur des semaines dans les rivières. Sur des siècles dans les nappes phréatiques. Sur des millénaires dans les courants thermohalins. Sur des dizaines de millénaires dans les glaciers. Sur des millions d'années dans le cycle géologique entre océans et roches. Tu fais partie de toutes ces échelles en même temps. L'eau de la cellule qui pense en toi en ce moment est en transit entre l'océan d'il y a 1000 ans et le glacier de demain. Ton existence n'est qu'un nœud provisoire dans un réseau immense. Reviens à la goutte sur la vitre, ce soir. Tu es toujours en elle. Elle est en train de glisser en douceur vers le bas de la vitre. Elle accroche en passant les très petites gouttelettes qu'elle rencontre, fusionne avec elle, gagne en volume, accélère un peu sa descente. Et toi, dans cette goutte, tu sens la masse autour de toi. Quelques milliards de molécules. Tout en mouvement permanent. Toutes liées par les liaisons hydrogènes qui font de l'eau un liquide si particulier. Les liaisons hydrogènes, ces interactions entre l'hydrogène d'une molécule et l'oxygène d'une autre, sont la raison pour laquelle l'eau est liquide à température ambiante. Sans ces liaisons, vu sa masse moléculaire, l'eau devrait être un gaz à des températures normales, comme le sulfure d'hydrogène H2S, son cousin chimique, qui est gazeux. Mais l'eau est exceptionnelle. Les liaisons hydrogènes maintiennent ces molécules à proximité les unes des autres,
ce qui la fait condenser à des températures bien plus élevées. Ces liaisons hydrogènes donnent à l'eau toutes ses propriétés extraordinaires. Sa haute capacité thermique, qui en fait un régulateur de température exceptionnel, et qui permet aux océans de stabiliser le climat de la planète. Sa haute tension superficielle, qui permet aux insectes de marcher sur l'eau, qui permet à la sève de monter dans les arbres, qui forme les gouttes parfaitement rondes sur les feuilles imperméables. Son anomalie de densité, le fait que la glace soit moins dense que l'eau liquide, ce qui fait flotter les glaciers et permet aux lacs de geler en surface sans tuer la vie en profondeur. Cette dernière propriété est cruciale. Quand l'eau gèle, ces molécules s'organisent en un réseau cristallin où les liaisons hydrogènes sont à leur configuration la plus stable, un réseau hexagonal régulier. Ce réseau est moins dense que l'eau liquide où les molécules peuvent s'arranger plus densément. C'est pour ça que la glace flotte sur l'eau. C'est pour ça qu'un lac gèle d'abord en surface, formant une couche de glace qui isole l'eau profonde du froid extérieur. Les poissons et autres organismes peuvent survivre l'hiver dans l'eau liquide sous la glace. Sans cette anomalie, les lacs et les océans gèleraient depuis le fond, toute la vie aquatique mourrait à chaque hiver. La vie complexe sur Terre dépend de cette particularité chimique de l'eau. C'est une coïncidence cosmique, ou une nécessité chimique, qui a rendu possible l'évolution. Tu portes en toi cette chimie particulière. Tu fais partie de ce qui rend la vie possible. Et au cœur de cette chimie, il y a quelque chose d'encore plus subtil, la façon dont l'eau interagit avec les molécules de la vie. Dans une cellule vivante, n'importe quelle cellule, animale, végétale, microbienne, l'eau n'est pas un simple remplissage. Elle organise littéralement les molécules. Les protéines, par exemple, sont des longues chaînes d'acides aminés qui se replient en forme tridimensionnelle précise. Sans cette forme, elles ne fonctionnent pas. Et ce qui détermine leur repliement, c'est largement leurs interactions avec l'eau. Certains acides aminés sont hydrophiles, ils aiment l'eau, ils se placent à l'extérieur de la protéine. D'autres sont hydrophobes, ils fuient l'eau, ils se regroupent au cœur de la protéine. Ces préférences chimiques sculptent la forme finale. L'eau dit aux protéines comment se replier. De même, les membranes cellulaires, ces bicouches de lipides qui entourent chaque cellule et chaque organite, n'existent que parce que les lipides sont hydrophobes. Plongés dans l'eau, ils s'assemblent spontanément pour minimiser leur contact avec elle. Ils forment des structures fermées, des sphères, des cylindres, des feuillets, qui se révèlent être les architectures de la vie. Sans eau, pas de cellules, pas de protéines en forme, pas de chimie biologique. Et au niveau de chaque atome, l'eau participe directement aux réactions enzymatiques de la vie. Quand une enzyme casse une molécule en deux, elle utilise souvent une molécule d'eau pour le faire, l'hydrolyse. Quand elle assemble deux molécules en une, elle libère souvent une molécule d'eau, la condensation. La synthèse des protéines, la digestion, la respiration cellulaire, tout fait constamment intervenir des molécules d'eau qui sont consommées ou produites. Tu fais peut-être partie de l'une de ces réactions en ce moment, ailleurs dans une cellule quelconque. Quand tu seras à nouveau absorbé par un être vivant, après ce voyage, tu participeras peut-être à la digestion d'un repas, à la contraction d'un muscle, à la transmission d'un signal nerveux. L'eau est l'agent chimique de la vie, pas seulement son milieu. Et l'eau a une autre propriété extraordinaire. Elle peut transporter des charges électriques. Quand des sels se dissolvent dans l'eau, comme le sel de cuisine, le chlorure de sodium, les ions se séparent et se déplacent librement. C'est ce qui permet aux cellules de générer des potentiels électriques au travers de leurs membranes, de propager des signaux nerveux, de faire battre le cœur. Toute l'électricité du vivant se fait dans l'eau. Tu fais partie d'un système qui pense en utilisant l'eau pour transporter ses impulsions. Et ce que tu appelles tes pensées, ce que tu fais en ce moment, écoutant cette histoire et imaginant des choses, se fait dans des milliards de cellules nerveuses qui sont elles-mêmes en grande partie composées d'eau. Tu penses dans de l'eau. Tu sens la goutte qui glisse maintenant plus rapidement. Elle arrive au bord du cadre de la fenêtre. Elle déborde. Et elle tombe. Quelques centimètres dans l'air. Puis le sol. La goutte s'écrase sur la terre du jardin, un petit point d'humidité dans la mousse. Elle pénètre en douceur dans le sol. Et toi, en elle,
Tu commences ton voyage descendant. Tu pénètres dans le sol. Mais avant de continuer, prends un moment. Tu es maintenant dans la terre humide du jardin. L'eau autour de toi se mêle à l'eau déjà présente. Tes voisines ne sont plus celles de tout à l'heure. Elles ont été remplacées par des inconnus qui étaient dans le sol depuis quelques jours, quelques semaines, quelques années, quelques millénaires selon les couches. Tu te trouves désormais dans une compagnie nouvelle. L'eau du sol n'est pas pure. Elle contient des minéraux dissous, des matières organiques, des bactéries, parfois des champignons, des virus, et toute une chimie complexe. L'eau est un solvant universel. Elle dissout presque tout, peu ou prou. Le calcium des roches calcaires, le potassium des minéraux, le carbone des matières organiques, l'azote sous forme de nitrate. L'eau qui circule dans les sols est en fait la grande messagère chimique du cycle de la vie. Elle transporte les nutriments des roches vers les plantes. Elle transporte les déchets organiques des plantes vers les sols. Elle transporte les molécules entre les écosystèmes. Tu fais partie de cette grande circulation chimique. Tu emportes peut-être un peu de calcium dissous d'une roche que tu as traversée. Tu déposes peut-être ce calcium dans une racine plus loin. Tu permets à un brin d'herbe de pousser un peu plus. L'eau n'est pas inerte. Elle est l'agent par lequel toute la chimie de la vie est rendue possible. Continue ton voyage. Tu descends dans la zone non saturée. Tu mets quelques jours à traverser les premiers décimètres du sol. Puis tu arrives à la zone saturée, la nappe phréatique. Tu pourrais y rester des décennies, des siècles, des millénaires. Selon la géologie locale, selon les débits, selon le moment de l'année. Ou tu pourrais en sortir rapidement, pompé par un puits, remonté par capillarité dans une plante, expulsé par une source. Mais imagine, ce soir, que tu suives un trajet long. Que tu passes plusieurs siècles dans cet aquifère. Que tu attendes patiemment, dans le froid et le noir du sous-sol, ton heure de remontée. Des civilisations passent au-dessus de toi pendant que tu attends. Les saisons défilent. Les forêts se développent et reculent. Les climats changent. Les humains construisent et détruisent. Tu n'en sais rien. Tu n'as pas de conscience. Tu es juste une molécule, attendant ton tour dans le cycle. Et puis un jour, un puits est foré quelque part dans la région. Une pompe aspire. Tu remontes, avec quelques milliards de tes voisines, vers la surface. Tu te retrouves dans une canalisation, dans un réservoir, dans le robinet d'une cuisine, dans un siècle qui n'est pas encore le nôtre. Quelqu'un te boit. Tu entres dans un corps humain. Tu traverses l'estomac, l'intestin grêle, où tu es absorbé dans le sang. Tu circules dans le système sanguin pendant quelques heures. Tu hydrates des cellules. Tu participes à des réactions chimiques minuscules. Tu permets le fonctionnement de la vie. Puis tu sors, par les reins, par les poumons, par la peau. Tu retournes au cycle global. Tu continueras à voyager. Cette nuit. Demain. Dans les siècles à venir. Pour toujours, à l'échelle humaine. Une molécule d'eau ne se détruit pas dans les conditions normales. Elle peut être brisée par des réactions chimiques. La photolyse dans l'atmosphère supérieure peut séparer les atomes d'hydrogène des atomes d'oxygène. L'hydrogène léger peut s'échapper dans l'espace. Mais ces processus sont rares. La grande majorité des molécules d'eau de la Terre sont là pour les milliards d'années à venir. Tu es presque éternel, à l'échelle d'une vie humaine. Tu es immortel, à l'échelle d'une civilisation humaine. Reviens à toi, dans la goutte qui vient de tomber au sol. Tu sens le passage dans la terre. Tu sens les particules de sol autour de toi. Tu sens l'incertitude de ton voyage futur, combien de temps tu resteras dans ce sol, où tu iras ensuite, dans quel être vivant ou dans quelle eau tu te retrouveras. Et ce qui est étonnant, c'est que tu ne perdras rien. Quoi que tu deviennes, vapeur d'atmosphère, glace de glacier, sang de poisson, sève de chêne, larmes d'un humain qui pleure, tu seras toujours toi. Une molécule H2O. Avec les mêmes deux atomes d'hydrogène et le même atome d'oxygène. Avec la même structure géométrique. Le même angle de 104,5 degrés. Le changement d'état, gaz, liquide, solide, ne te change pas. C'est seulement la distance et l'agitation entre toi et tes voisines qui changent. Toi-même, tu es toujours toi-même.
Et le changement d'environnement, atmosphère, océan, glacier, vivant, sol, ne te change pas non plus. Tu transportes des choses, tu participes à des réactions, mais en tant que molécule H2O, tu restes intact. L'eau est conservatrice. Elle voyage sans se transformer. C'est ce qui fait sa stabilité chimique extraordinaire. C'est pour ça qu'on peut parler du cycle de l'eau comme d'un cycle vraiment cyclique. Pas comme un cycle métaphorique. Une molécule d'eau qui s'évapore d'un océan, devient pluie, traverse un sol, alimente une nappe, jaillit en source, alimente une rivière, retourne à l'océan, peut refaire ce cycle indéfiniment, en restant exactement la même. L'eau est patiente. Elle ne se presse pas. Elle ne se fatigue pas. Elle voyage à travers les âges et reste elle-même. Maintenant, sors en douceur de la goutte. Tu reprends ta taille humaine. Tu te retrouves debout devant la fenêtre. La pluie continue à tomber dehors. Les gouttes glissent toujours sur le verre. La goutte particulière que tu as habitée, celle qui t'a accueilli ce soir, a probablement disparu maintenant, fusionnée avec d'autres ou tombée au sol. Mais ces molécules sont toujours là, quelque part. Elles continueront leur cycle. Et toi, tu es toujours dans la même chambre, allongé dans le même lit, sous la même couverture. Mais tu n'es plus tout à fait le même. Tu sais maintenant que tu es composé, comme la goutte, de molécules d'eau qui ont voyagé pendant des milliards d'années avant d'arriver à toi. Le corps humain est composé d'environ 60% d'eau. 60%. Un homme adulte de 70 kg contient environ 42 kg d'eau. Cette eau, celle qui circule dans ton sang en ce moment, celle qui baigne tes cellules, celle qui hydrate ton cerveau, celle qui forme la salive dans ta bouche, celle qui est dans tes larmes et dans ta transpiration, toute cette eau a une histoire identique à celle de la goutte que tu viens de visiter. Chaque molécule d'eau dans ton corps a peut-être été dans une comète, ou dans un océan du Précambrien, ou dans une fougère du Carbonifère, ou dans un mammouth, ou dans une larme de Cléopâtre. Tu portes l'histoire de l'eau du monde dans tes liquides. Et quand tu mourras un jour, dans un avenir lointain, cette eau retournera au cycle. Elle s'évaporera des tissus en décomposition. Elle s'infiltrera dans le sol. Elle continuera son voyage pendant des milliards d'années après toi. Tu n'es pas séparé du monde à queue. Tu en es une expression locale et temporaire. Laisse ton corps s'installer complètement. Fais un tour lent de ce que tu sens. Commence par tes pieds. Tu peux ressentir leur poids, leur chaleur. Dans les capillaires de tes pieds, en ce moment, l'eau circule, chargée d'oxygène, de nutriments, de sel, d'hormones. Cette eau a peut-être été dans une mer du Jurassique. Elle a peut-être été dans la transpiration d'un explorateur du XIXe siècle qui a traversé le Sahara. Elle est maintenant en toi, hydratant tes cellules. Tes jambes pèsent contre le matelas, sans bouger, les muscles entièrement relâchés. Chaque cellule musculaire est gorgée d'eau, environ 75% d'eau, plus que la moyenne du corps. Sans cette eau, tes muscles ne pourraient pas fonctionner. Ton ventre monte et descend avec ta respiration. Dans ton intestin, des trillions de bactéries baignent dans une eau qui leur permet de vivre, de te nourrir, de te protéger. Sur ta poitrine, le cœur bat à son allure habituelle. À chaque battement, environ 70 millilitres de sang sont éjectés, du sang qui est principalement de l'eau, avec des cellules et des molécules en suspension. Ton cœur pompe environ 5 litres de cette eau salée par minute, 24 heures sur 24, depuis ta naissance. Tes bras sont posés et tes mains ouvertes ou fermées, comme elles viennent. Ta tête est lourde sur ce qui la supporte. Et dans ton crâne, le cerveau contient environ 75% d'eau. C'est l'organe le plus aqueux du corps. Toutes les communications électriques entre les neurones se font dans un environnement aqueux. Chaque pensée que tu as ce soir traverse un milieu liquide composé en majorité de molécules d'eau qui voyagent à travers les âges. Tes pensées baignent dans un océan ancien. Suis le rythme de ta respiration. Elle entre. L'air qui entre dans tes poumons contient une certaine humidité, quelques grammes d'eau par mètre cube. Quand cet air arrive dans tes alvéoles, il échange des gaz avec ton sang, et il échange aussi de l'eau. Une partie de l'humidité de l'air est absorbée dans ton corps. Une autre partie est expulsée à chaque expiration, c'est pour ça que ton souffle,
dans le froid, fait de la buée. Tu respires de l'eau autant que tu respires de l'air. Elle sort. Ton expiration contient plus d'humidité qu'elle n'en a apporté. Environ 50 grammes d'eau quittent ton corps chaque jour par cette voie. Cette eau retourne à l'atmosphère, devient vapeur dans l'air ambiant, sera peut-être emportée par les vents, formera peut-être un nuage la semaine prochaine, tombera peut-être en pluie dans un autre pays dans un mois. Tu participes activement au cycle de l'eau, en ce moment, en respirant. Chaque souffle est un envoi de molécules d'eau dans le grand voyage. Demain, l'humidité que tu expires ce soir sera quelque part dans l'atmosphère. Dans une semaine, dans un nuage. Dans un mois, peut-être en pluie sur un océan, ou sur une forêt, ou sur le toit d'un inconnu. Tu pleus, à ta façon, par petites quantités, à chaque souffle. Et l'eau qui revient à toi, par tes boissons, par tes aliments, vient peut-être de loin. Peut-être qu'un agriculteur en Chine a arrosé son champ avec de l'eau qui a fini dans les céréales que tu as mangées ce midi. Peut-être qu'un fleuve sud-américain a porté son eau jusqu'à l'océan, puis cette eau s'est évaporée, est tombée en pluie en Europe, a alimenté les sources d'où vient ton eau du robinet. Tu es connecté, par l'eau, à tous les paysages du monde, à tous les vivants, à toute l'histoire. Tu es de l'eau temporairement organisée en un corps qui pense. Et qui, ce soir, contemple l'eau dont il est fait. Tes épaules glissent vers le bas une dernière fois, comme une goutte qui rejoint l'océan. La tension de ta mâchoire fond. Tes mains s'ouvrent en douceur, comme si tu rendais à la nuit ce que tu portais sans le savoir. Tu n'as nulle part où aller ce soir. L'eau, en toi et autour de toi, continue son voyage patient à travers les âges. Elle ne se presse pas. Elle ne se fatigue pas. Elle continue. Et toi, ce soir, tu peux la suivre dans son rythme. Tu peux respirer comme elle voyage, en douceur, sans hâte, sans destination précise, juste en participant au cycle. Et maintenant tu te reposes. Dans un corps fait d'eau ancienne, sur une planète couverte d'eau, sous un ciel qui contient encore plus d'eau invisible, tournant en douceur sur elle-même dans l'obscurité de l'espace. Et quelque part en ce moment, sur cette planète, une autre goutte tombe quelque part. Sur une fenêtre, sur une feuille, sur un océan, sur un glacier. Elle est composée des mêmes molécules que toi. Elle voyage dans le même cycle. Elle fait partie de la même histoire. Le monde est plein d'eau qui voyage en silence. Et tu en fais partie. Repose-toi. Bonne nuit.